Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose d'appréhender les bonnes pratiques à suivre au regard des normes électriques lors de l'installation de votre système de recharge à domicile. Dans une précédente vidéo, nous avons abordé les bornes de recharge à domicile et les sécurités électriques. N'hésitez pas à consulter cette vidéo pour prendre conscience des risques électriques et des dispositifs matériels disponibles pour les éviter. Votre sécurité et celle du matériel est en quelque sorte l'esprit de la norme. Les problématiques de sécurité doivent donc induire ces normes. La hiérarchie des sources du droit français se réfère à l'ordre de priorité entre les différentes sources de droit dans le système juridique hexagonal. Elle établit quelle source de droit prévaut sur les autres en cas de conflit ou de contradiction entre elles. Pour simplifier et au regard de nos installations de recharge électrique, il existe une hiérarchie de différentes sources que l'on peut appréhender. Voici comment cela fonctionne. Les lois. Les lois sont les textes les plus importants établis par le Parlement. Elles posent les principes et les grandes orientations réglementaires concernant les installations. Les décrets d'application. Les décrets d'application sont des textes réglementaires pris par le gouvernement pour mettre en œuvre les lois. Ils précisent les modalités d'application des lois et détaillent les obligations et les règles spécifiques à suivre. Dans le contexte des installations de recharge pour les véhicules électriques, les décrets d'application peuvent définir des exigences techniques, des procédures administratives ou des critères d'agrément. Les normes. Les normes sont des documents techniques élaborés par des organismes de normalisation tels que la FNOR, Association française de normalisation. Elles définissent des spécifications techniques et des bonnes pratiques dans un domaine donné. La norme NF C1500, par exemple, est une norme française qui établit les règles de conception d'installation et de sécurité des installations électriques basse tension. Les normes peuvent être volontaires ou obligatoires en fonction de leur référencement dans les textes réglementaires. Les avis techniques. Les avis techniques sont des documents techniques émis par des organismes ou des associations spécialisées dans un domaine spécifique. Par exemple, l'UTE pour Union technique de l'électricité. Ils fournissent des recommandations techniques, des méthodes d'installation ou des évaluations de conformité pour des produits ou des systèmes particuliers. Les avis techniques peuvent être utilisés pour évaluer la conformité d'un produit ou d'une installation par rapport aux exigences réglementaires. Notez bien, un avis n'est pas une norme et encore moins une loi. Il est important de respecter cette hiérarchie des lois et des normes pour garantir la conformité et la sécurité des installations électriques. Cela signifie que les professionnels doivent se conformer aux lois et aux décrets d'application ainsi qu'aux normes applicables pour réaliser des installations conformes aux réglementations en vigueur. Les avis techniques peuvent également être utilisés comme référence pour garantir une installation de qualité et répondant aux meilleures pratiques. Cette hiérarchie permet d'assurer que les installations sont réalisées de manière sûre, efficace et conforme aux normes qui découlent de la loi en vigueur. Les électriciens ont la responsabilité de veiller au respect des normes et des bonnes pratiques professionnelles. Ils sont les détenteurs du savoir-faire nécessaire pour assurer un travail conforme aux règles de l'art, ce qui nécessite des formations tout au long de leur carrière. Il est crucial de noter que l'effet d'un décret d'application d'une loi peut être annulé par un autre décret d'application. Ainsi, pour le monde des électromobilistes, le décret numéro 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques a été modifié par le décret numéro 2021-546 du 4 mai 2021. Le nouveau décret précise que les mots «
disposent d'obturateurs de sécurité sont remplacés par les mots « satisfait aux exigences de sécurité de la NFC 1500 ». L'évolution constante de ces règles nécessite donc une vigilance permanente que la formation professionnelle continue des électriciens permet de résoudre en partie. Pour contribuer à la veille technologique sur le sujet, j'ai inclus dans la description de cette vidéo les liens Internet correspondant vers le site gouvernemental Légifrance. Pour les utilisateurs de véhicules électriques, il y a beaucoup à discuter à propos de l'interprétation de ces textes. Je vous propose donc d'aborder ultérieurement cette problématique controversée en France. C'est la raison pour laquelle, avant de poursuivre tout de suite sur les éléments clés de la norme française C1500, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes. L'abonnement est gratuit, il vous suffit de cliquer sous la vidéo sur le bouton S'abonner. Vous pouvez également cliquer sur le pouce en haut pour m'encourager et rédiger un commentaire pour que l'on puisse échanger et partager nos expériences. Considérons maintenant la NFC 1500. Quelle est la zone d'application de cette norme? Quelles sont les principales caractéristiques pour un électromobiliste au regard de la sécurité de son installation de recharge? NFC 1500 signifie norme française identifiée C15-100. Elle a été mise en place en 1970 par l'Union technique de l'électricité, UTE. Elle définit des règles de conception, de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension en France. Cette norme est actuellement constituée de 11 chapitres et nous pouvons être essentiellement concernés par les chapitres 10 et 11. Elles visent à garantir la sécurité des installations électriques et à définir les bonnes pratiques en matière de conception, de réalisation et d'exploitation des installations électriques en basse tension. La norme NFC 1500 s'applique à l'ensemble de l'installation électrique qui est branchée sous votre compteur et qui s'étend à l'intérieur de votre propriété. Cela inclut tous les bâtiments tels que la maison principale, le garage, les dépendances ou tout autre bâtiment rattaché à cette propriété. La norme précise les exigences relatives à la distribution électrique, à l'éclairage, à la mise à la terre, à la protection contre les surintensités, à la protection contre les contacts directs et indirects, et à d'autres aspects liés à la sécurité électrique. Elles visent à assurer la sécurité des personnes et des biens en réduisant les risques d'incendie, d'électrocution et de dommages matériels liés à l'électricité. À domicile, vous allez recharger votre véhicule électrique en courant alternatif à 50 Hz sous une tension moyenne de 230 volts à plus ou moins 10%. Cette tension en monophasé peut donc varier entre 207 volts et 253 volts. En dehors de ces valeurs, n'hésitez pas à contacter Enedis pour corriger la problématique. En termes de recharge à domicile, la réglementation définit deux zones de puissance. Une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, ce qui correspond à 16 A en monophasé, et une puissance supérieure à 3,7 kW jusqu'à 22 kW. Une puissance de 22 kW correspond à 32 A par phase en triphasé. Mais actuellement, la plupart des chargeurs intégrés dans les véhicules électriques limitent la recharge à un maximum de 11 kW, ce qui représente une intensité de 16 A par phase en triphasé. Bien entendu, pour la plupart des bornes, la puissance est configurable. Ainsi, avec une puissance d'environ 7,3 kW, vous pouvez aisément recharger en une nuit en ne tirant qu'autour de 32 A en monophasé ou de 10 A seulement par phase en triphasé. Il est important de noter que ces intensités sont déterminées notamment sur des hypothèses de tension standard. Dans la réalité, la tension peut varier, notamment si votre domicile est en début de ligne ou en fin de ligne, ce qui peut affecter légèrement les résultats des puissances obtenues. Au regard de ces puissances, les dispositifs autorisés à la recharge des véhicules électriques sont
soit des prises dédiées, dites renforcées pour les véhicules électriques, pour les puissances jusqu'à 3,7 kW installées. Notez bien, les décrets de 2017 et 2021 rappellent que, j'ouvre les guillemets, les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par un professionnel habilité, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privé. Fermez les guillemets. Vous trouverez en description de cette vidéo les liens vers l'ensemble de ces décrets. Voici quelques exemples de prises renforcées. Soit des bornes de recharge pour des puissances supérieures à 3,7 kW et ce jusqu'à 22 kW. L'installation doit être réalisée par un professionnel habilité avec la qualification IRVE 1, 2 ou 3. La formation IRVE niveau 1 dure une journée. Elle vise l'installation des bornes de recharge jusqu'à 11 kVA sans configuration spécifique pour la communication ou la supervision. La formation IRVE niveau 2 dure 2 jours. Elle est destinée à l'installation de bornes de recharge jusqu'à 22 kVA avec configuration pour bornes communicantes et supervision de station. La formation IRVE niveau 3 dure 2 jours. Elle est destinée à l'installation de bornes de recharge rapides de plus de 22 kVA. Revenons aux prises renforcées. Les prises renforcées pour VE sont dotées, entre autres, d'un revêtement supplémentaire en argent sur les contacts de la prise. Cela améliore le transfert d'énergie et limite l'échauffement pour s'adapter aux charges électriques longues, continues et répétées. Comme toute prise d'habitation, elle dispose d'obturateurs de sécurité pour prévenir tout risque d'électrocution accidentelle. Les obturateurs sont conçus de manière à nécessiter la présence simultanée de 2 broches pour ouvrir les volets de protection et permettre l'accès à l'intérieur de la prise. Les obturateurs de sécurité sont un moyen efficace de prévention des accidents électriques, en particulier pour les jeunes enfants qui peuvent être curieux et insérer des objets dans les prises. Ils sont généralement intégrés dans la conception de la prise de courant type E pour assurer une utilisation sûre dans les environnements domestiques. On remarquera qu'en France, les obturateurs sont également requis pour les prises femelles T2 des bornes de recharge. En effet, les règles actuelles énoncent que les socles de prise de courant jusqu'à et y compris 32 A doivent être du type à obturation. On parle de prise T2S avec S comme sécurisé. Notez bien, il s'agit ici de la protection des fiches de la borne et non pas d'un simple clapet. Nous détaillerons cette problématique dans une prochaine vidéo. Autre élément important de la norme, la prise doit être dédiée à la recharge, ce qui signifie qu'il faut une protection différentielle et d'intensité et un câblage qui soit exclusivement réservé à la ligne correspondant à la recharge du véhicule électrique. Pour les prises renforcées, les fils de cuivre de la ligne électrique doivent être à minima d'une section de 2,5 mm² pour supporter 16 A sur moins de 100 mètres de câble. Examinons maintenant la prise classique de nos maisons que les spécialistes nomment type E. Cette prise de courant utilisée en France et dans certains autres pays européens se caractérise par 2 broches rondes et une broche de terre saillante. Notons que la norme impose qu'une charge sur une prise électrique classique soit limitée, car non conçue pour les véhicules électriques, notamment en raison du temps de recharge important. Ces prises doivent être bridées à 8 A seulement, même si la prise indique 16 A et même si le disjoncteur en amont est de 16 A ou 20 A, avec des fils d'une section de 2,5 mm². En effet, l'article du décret 2017-26 indique, ouvrez les guillemets, lors de l'utilisation de ces prises, l'intensité de charge est limitée à 8 A par le dispositif de recharge du véhicule ou à la valeur déclarée lors de l'utilisation des produits spécifiques dédiés à la recharge des véhicules électriques. Par ailleurs,
Le grand danger des prises non renforcées, c'est qu'elles peuvent être câblées sur des fils de 1,5 mm², comme pour l'éclairage, ce qui représente un important risque d'échauffement et d'incendie. L'autorisation des circuits de prise avec une section de fil de 1,5 mm² est une aberration de la norme actuelle qui n'a pas suffisamment pris en compte le risque encouru, lequel risque est aujourd'hui aggravé par le développement des points de recharge à domicile. Il y a quelques dizaines d'années, la norme avait la pertinence d'exiger des fils de 2,5 mm² pour toutes les prises de courant classiques. On peut donc légitimement s'interroger sur la nature des motifs qui ont fait régresser la norme sur ce sujet au regard de la sécurité. Observez sur cette photo les dégâts causés par l'échauffement de cette prise après de longues heures de recharge à 16 A. On ne peut donc pas utiliser une prise classique comme on le fait avec un aspirateur pour recharger sa voiture. La recharge d'un véhicule requiert un matériel de grande fiabilité, éprouvé et testé afin d'éviter tout problème d'échauffement électrique pouvant causer un incendie. La prise classique n'est donc pas recommandée, et si vous ne souhaitez pas de borne murale pour la recharge, il est donc préférable d'utiliser une prise renforcée. Quels sont les avantages et les inconvénients de la prise renforcée? Les avantages, le prix. Vous trouverez une prise renforcée entre 60 et 150 €. Comparé aux bornes de recharge, l'investissement est donc moindre. Son prix raisonnable permet d'investir facilement dans une solution de recharge. La performance, comparée à une prise standard à 8 A, elle augmente l'intensité de recharge jusqu'à 16 A, ce qui correspond à un doublement de la puissance. Le véhicule électrique est donc rechargé plus rapidement. La sécurité. La prise renforcée offre une sécurité plus élevée que la prise domestique. En effet, elle évite, entre autres, les risques de surchauffe car ses composants sont conçus pour supporter de longues heures de recharge. La facilité d'installation. Sa mise en place est aisée, elle doit être câblée avec des fils en 2,5 mm² minimum et elle doit disposer d'une protection par disjoncteur et différentiel dédié à la prise de recharge. La prise renforcée est donc simple à utiliser. Les inconvénients, performance limitée, le temps de charge est bien moins important qu'avec une borne de recharge murale. Ligne dédiée, l'obligation d'une ligne dédiée oblige la mise en place d'un nouveau câblage et l'utilisation d'une protection électrique avec un disjoncteur et un différentiel exclusivement réservés à la prise de recharge, ce qui engendre un coût d'installation à prendre en compte. C'est en quelque sorte le prix de la sécurité. Nécessité de disposer d'un adaptateur de recharge pour prise domestique ou connecteur mobile, également nommé câble de recharge occasionnel, CRO. La prise renforcée ne peut pas fonctionner sans un adaptateur spécifique à brancher sur son véhicule électrique. Tous les constructeurs ne fournissent pas systématiquement cet adaptateur qui peut être difficile à trouver et onéreux à acquérir sur le marché. Notez que Tesla fournit cet appareil qu'il nomme UMC. Je vous invite à consulter la vidéo que j'ai réalisée à propos de ce chargeur mobile. Mobilité. La fonction première des connecteurs de recharge mobile, comme le nom l'indique, est avant tout la mobilité. L'appareil a été conçu pour les recharges occasionnelles en restant dans le véhicule. L'utilisation à domicile engendre un risque d'oubli qui ne permettrait pas la recharge en déplacement. Le chargeur mural permet, quant à lui, un temps de recharge beaucoup plus court qu'avec une prise renforcée. À ce propos, je vous invite à consulter ma précédente vidéo qui liste les avantages de la borne de recharge murale. Voici un résumé des principaux avantages mis en avant. Une sécurité accrue, une durabilité de l'équipement, un évitement des oublis, un confort accru, une gestion électrique simplifiée et un meilleur rendement et un gain de temps. Les inconvénients évoqués sont principalement le prix de l'installation de la borne, du matériel et de l'intervention de l'électricien, et la difficulté de trouver un professionnel qualifié. Comme pour les prises renforcées, la norme impose des obturateurs de sécurité aux prises T2
pour prévenir tout risque électrique. Mais en réalité, contrairement aux prises classiques des maisons, qu'elles soient renforcées ou pas, les prises T2 ne sont absolument pas alimentées tant que la prise n'est pas branchée dans la voiture, de sorte qu'il n'y a pas de risque électrique à éviter. L'actuelle norme NFC 1500 est la seule norme franco-française en Europe à ignorer cette absence de risque et je vous propose d'aborder les tenants et les aboutissants de cette curiosité normative française dans la prochaine vidéo. Examinons les principaux critères de protection électrique au regard de la NFC 1500. Les protections à mettre en place sont de deux ordres. Un disjoncteur pour protéger le matériel et les biens et un différentiel pour protéger les personnes. La protection différentielle peut être un interrupteur différentiel que l'on associe à un disjoncteur. On peut également fusionner ces deux protections en un seul appareil en mettant en place un seul disjoncteur différentiel qui combine les deux types de protection. Mais bien souvent, ce disjoncteur différentiel a un prix supérieur à la combinaison d'un interrupteur différentiel et d'un simple disjoncteur. Quoi qu'il en soit, les deux fonctions de protection sont véritablement indispensables et sont exigées par la norme. L'interrupteur différentiel est donc utilisé pour la protection des personnes contre les risques d'électrisation. Il détecte les fuites de courant qui auraient la mauvaise idée de traverser votre corps. Il existe plusieurs types de différentiels. Le différentiel de type AC, il est utilisé pour les circuits électriques classiques, prises, éclairage, radiateurs, etc. Le différentiel de type A, il est utilisé pour les circuits du courant à composante continue. Il est obligatoire au minimum pour les plaques de cuisson, les machines à laver et les prises de recharge pour véhicules électriques qui nous concernent. Le différentiel de type F, anciennement HU, HPI ou ASI, il est utilisé pour les appareils sensibles comme le matériel informatique, le congélateur, l'alarme, etc. C'est un produit à immunité renforcée. Il réduit les cas de déclenchement intempestif générés par ces appareils. C'est donc le type A qui est requis par la norme pour protéger les prises et les bornes de recharge en monophasé, car il est capable de détecter le courant à composante continue. Observez attentivement la symbolique utilisée pour différencier ces appareils. Important, en triphasé ou en tétraphasé, c'est le différentiel de type B qui est requis. Cette symbolique du différentiel de type A, en monophasé, représente d'une part un courant sinusoïdal et d'autre part un courant redressé qui représente la composante continue du courant. Ces deux symboles associent donc les deux composantes du courant dont il faut obligatoirement se protéger pour recharger un véhicule électrique. Afin d'améliorer la sécurité, certains constructeurs, comme Tesla, associent un dispositif différentiel supplémentaire contre les composantes de courant continu de plus de 6 mA à leur borne. Mais attention, à aucun moment cette protection interne de la borne ne dispense de l'utilisation d'un différentiel de 30 mA en amont de la ligne électrique, ne serait-ce que pour protéger les personnes de tout contact accidentel avec les fils entre le coffret électrique principal et la borne. Merci de méditer attentivement sur l'accident potentiel que vous avez sous les yeux, qui illustre l'obligation d'installer une protection différentielle de 30 mA au départ de la ligne, même si la borne intègre une protection différentielle locale. Pour respecter la norme NFC 1500, il faudra également déterminer le calibre en ampères de la protection différentielle, c'est-à-dire l'intensité que peut supporter le dispositif qui va protéger la ligne de recharge du véhicule électrique. Il existe deux possibilités pour déterminer l'intensité de votre dispositif de protection. La première solution se nomme règle de Lamont. Elle prend en compte un calibre supérieur ou égal à celui du disjoncteur de branchement. Exemple, si votre disjoncteur principal est de 45 A,
Vous devez donc installer un interrupteur différentiel de puissance supérieure ou égale. Mais comme les puissances standards sont de 16, 40 ou 63 ampères, dans notre configuration, il faut donc privilégier un interrupteur différentiel de 63 ampères. La seconde solution se nomme règle de Laval. Elle consiste à choisir le calibre en fonction d'une somme pondérée ou pas des intensités des disjoncteurs situés en aval du différentiel. Mais dans le cas de la recharge d'un véhicule électrique, la norme prévoit que la protection de la ligne doit être dédiée. Il faut donc mettre en place qu'un seul interrupteur différentiel et qu'un seul disjoncteur pour protéger l'unique ligne électrique qui est dédiée à la recharge. De sorte que s'il faut par exemple un disjoncteur de 40 ampères, alors votre différentiel peut se limiter à un calibre de 40 ampères seulement. Dans tous les cas, votre électricien saura vous conseiller. Le disjoncteur magnétothermique. Qu'est-ce qu'un disjoncteur magnétothermique ? Il s'agit d'un disjoncteur qui dispose de deux systèmes de protection permettant de détecter à la fois les surcharges de courant dans un circuit et la présence de court-circuit. Pour détecter les surcharges, ce disjoncteur est équipé d'un dispositif thermique et pour les courts-circuits, il est doté d'un dispositif magnétique. Pour les électromobilistes, le choix du disjoncteur dépend de la puissance de la bande choisie et de son branchement, qu'il soit monophasé ou triphasé, et des préconisations de la norme C1500. Les caractéristiques du disjoncteur indiqueront notamment le calibre, en ampères, ici 40, la courbe de déclenchement, ici courbe C, la tension de fonctionnement, ici 230 volts, l'intensité maximum que peut couper le disjoncteur, ici le pouvoir de coupure est de 4500 ampères, la référence de l'appareil, la marque du fabricant et le schéma électrique symbolisant les protections magnétiques et thermiques du disjoncteur. Par exemple, un disjoncteur C40 aura une courbe de réponse C et protégera d'une intensité de 40 ampères. Cette étiquette, qui indique un disjoncteur C20, présente le schéma de l'appareil qui symbolise la protection thermique et la protection magnétique. Pour assurer la protection thermique, le disjoncteur est équipé d'un bilame sensible à l'échauffement dans le temps. Pour assurer la protection magnétique, le disjoncteur est équipé d'une bobine dont le champ magnétique induit va permettre une coupure plus ou moins rapide en fonction de la courbe B, C ou D qui a été choisie. Les disjoncteurs ont différentes courbes de déclenchement acceptant plus ou moins de surintensité par rapport à son calibre de fonctionnement nominal. Il existe les courbes B, C ou D. Voici 3 exemples de disjoncteurs avec les courbes B, C et D. Mais à quoi correspondent ces courbes de déclenchement ? Ces courbes indiquent en ordonnée sur l'axe vertical le temps en secondes avec une échelle logarithmique. Ici, le temps de coupure magnétique en cas de court-circuit peut être par exemple inférieur à 5 centièmes de seconde. Et le temps de coupure thermique en cas de surcharge sont de l'ordre d'environ 50 secondes à plus de 5000 secondes. On observe que la protection thermique contre les surcharges électriques est pratiquement identique pour les courbes B, C ou D. Ces courbes indiquent également en abscisse, sur l'axe horizontal, le rapport entre l'intensité de défaut et l'intensité nominale du disjoncteur. Les courbes indiquent des rapports d'intensité de déclenchement magnétique en cas de court-circuit différents suivant les courbes B, C ou D. L'intensité de déclenchement d'un disjoncteur de courbe B est de l'ordre de 3 à 5 fois l'intensité nominale. L'intensité de déclenchement d'un disjoncteur de courbe C est de l'ordre de 5 à 10 fois l'intensité nominale. Et l'intensité de déclenchement d'un disjoncteur de courbe D est de l'ordre de 10 à 14 fois l'intensité nominale. En résumé, les disjoncteurs de courbe B ont un déclenchement magnétique relativement bas. Cela permet d'éliminer les courts-circuits de très faible valeur. Les disjoncteurs courbe C sont les plus couramment utilisés. Ces disjoncteurs servent à la protection des prises électriques, des appareils électroménagers et des circuits d'éclairage.
Il couvre donc la grande majorité des besoins en habitation. Les disjoncteurs courbes D ont la même fonction que les courbes C, à la différence qu'ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus important au démarrage d'un appareil, tel qu'un moteur électrique puissant ou par exemple des machines-outils. On retiendra que la norme précise qu'une borne de recharge doit être protégée par un disjoncteur courbe C. Selon la norme, quelle est la section des fils électriques à adopter? Il y a plusieurs méthodes pour déterminer la bonne section des fils d'un câble électrique. Soit vous maîtrisez toujours vos cours de physique et vous procédez à de savants calculs en tenant compte de nombreux paramètres tels que la longueur aller-retour du câble, de la chute de tension linéique, de la nature du métal et de sa résistivité, de la puissance active et réactive en voltampères, etc., etc. Soit, comme la plupart des électriciens de terrain, vous utilisez des tableaux qui synthétisent les résultats des savants calculs précédents. Mais en réalité, aucune de ces deux méthodes n'est pertinente, car la norme nous impose d'utiliser des fils de cuivre d'un minimum de 10 mm² pour les bandes murales. Pour le coup, c'est difficile de faire plus simple. En réalité, ce 10 mm² a été choisi en surdimensionnant le diamètre qu'aurait tendance à utiliser un électricien en se basant sur l'une des deux méthodes précédemment évoquées. Ainsi, il ne faut pas utiliser de 6 mm². Le choix d'une section de 10 mm² permet de s'assurer qu'aucun réchauffement significatif ne viendra perturber la sécurité du câblage. On retiendra que les sections de fils de cuivre et des calibres en ampères fréquemment utilisés pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques sont, pour une prise renforcée de 16 ampères, des fils de 2,5 mm² avec un disjoncteur de protection de 20 ampères, et pour une borne de 32 ampères, des fils de 10 mm² avec un disjoncteur de protection de 40 ampères. Bien entendu, en cas de grande longueur de câble, la section des fils doit être augmentée. Et dans tous les cas, il faut associer au disjoncteur une protection différentielle. Voici deux exemples de coffrets de protection en monophasé et en triphasé. Désormais, vous êtes informé des éléments essentiels de la NFC 1500 relatifs à la recharge de votre véhicule électrique. Dans une prochaine vidéo, nous plongerons en profondeur dans les problématiques particulières de cette norme qui ne semble pas être directement liée à la sécurité. Soyez donc prêts à approfondir vos connaissances et à obtenir des informations utiles pour optimiser l'utilisation de votre véhicule électrique. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me poser des questions et à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.